La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 18. Les bien-pensants. Je referme le dernier dossier de la pile. Je sais qu'avec Astier, tout est toujours parfaitement carré. Et cet après-midi, au service logistique, ce n'est pas tant une irrégularité qu'une information que je suis venu chercher. Hier, il m'a suffi d'1 heure de pointage dans les listings de l'analytique pour flairer quelques libertés avec la gestion du gazole. J'ai maintenant la confirmation de ce que je soupçonnais. Un coup d'œil à la pendule murale. Il est bientôt 18h. Astier est déjà parti depuis 16h et la répétition des Sugar Rock va s'achever. À part les 2 magasiniers de car, le service est désert. Il est temps d'aller récupérer Nathalie. Pas un chat au niveau des bureaux. Je n'ai plus vu Odin depuis l'échange vinaigré de ce matin. Possible qu'il me fasse la gueule, mais ça me laisse de marbre. Je n'ai pas loin à rouler pour arriver devant le petit bâtiment, adossé à l'immense magasin de stockage du sucre. Nathalie est en grande conversation avec Astier, devant la porte du local. Les autres ont dû partir, car seul le pick-up d'Astier est encore là. Je me gare à côté d'eux. Nathalie est souriante. Astier est manifestement surexcité, mais à la limite de la contrariété. Je m'avance vers eux. « Ça va comme vous voulez ?» Astier en bégaie. C'est du délire. Malgré l'air serein de Nathalie, je m'inquiète. Quelque chose ne va pas ? Astier a un peu perdu le contrôle. Si quelque chose ne va pas, mais elle a tout démonté. Il pointe Nathalie du doigt, ce qui n'est guère correct. Vous vous rendez pas compte ? Dès qu'elle a attaqué, elle nous a scotchés. On est des gamins à côté. J'ai jamais vu un amateur jouer comme ça, et chanter alors. Elle peut sortir une bonne dizaine de voix différentes. Elle vous balance de la country avec une voix de tête et un accent du Texas à vous mettre les poils. Et la minute d'après, on est dans Carmen. Je suis sûr que Bizet l'aurait engagé à la première note. Nathalie tente de le faire redescendre sur terre. Là, je crois que vous exagérez un peu. Geste machinal habituel lorsqu'il cogite intensément, Astier se passe la main dans les cheveux pour tenter de remettre de l'ordre dans sa tignasse hirsute. Ah bon, vous croyez que j'exagère ? N'empêche qu'on a du boulot. Il va falloir qu'on se mette à votre niveau. En tout cas, merci. Je file voir Vagnon et Verme. Je crois qu'ils ont pas trop le moral. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'y remettre. Je suis sûre que dès demain, on sera complètement en phase. Poignée de main d'encouragement. Si je peux me lâcher comme ça, c'est que vous êtes très bon. On a juste à se mettre raccord. Astier nous fait un signe de la main qui s'apparente à un salut militaire. Bonsoir, monsieur Rine. Bonsoir, madame... Nathalie. Et avant de mettre en marche, je ne sais pas combien vous gagnez comme scientifique, mais croyez-moi, laissez tomber et prenez votre gratte. Au premier concert, vous aurez déjà empoché 1 an de salaire. Comme à son habitude, il démarre en trombe. Personne à l'horizon, mais on ne sait jamais. Malgré l'envie que j'ai de la prendre dans mes bras, je m'abstiens de tout geste familier envers Nathalie. C'est certainement vrai ce que dit Astier. Tu as un don. J'ai moi-même été surpris lorsque tu as chanté hier soir. Je n'avais jamais entendu cette voix avec cet accent, comme si tu étais quelqu'un d'autre. Elle sourit modestement. Ah oui ? Déjà à Rochester, je m'amusais à faire des imitations et puis, je suis née à Houston et j'ai vécu en Floride toute mon enfance. Alors pour l'accent du Sud, je n'ai pas trop à me forcer. Allez, tu viens ? Une bonne douche ne nous fera pas de mal avant le dîner. Mais je voudrais voir François, juste 5 minutes. Je crois qu'il est au club. On s'arrête au club un moment, et le temps pour Nathalie de donner quelques instructions de dernière minute à son assistant, je m'en vais négocier une bouteille de son meilleur Bordeaux avec le chef. Pour le même prix, j'ai même le paquet cadeau spécial. Arrivés à la grande case, comme la veille, je laisse son intimité à Nathalie et vais prendre ma douche en solitaire. Encore une journée et je pourrais aller lui frotter le dos.
peut-être plus. Nous n'avons pas loin à aller, juste le jardin à traverser pour être devant la porte des deux Valois. Nous sommes voisins. Nathalie s'est habillée simplement, mais avec sa petite jupe droite de coton blanc, son t-shirt bleu Crazy Dog et des ballerines qui accentuent sa démarche de danseuse, elle semble sortie tout droit d'une boutique de mode. Pour ma part, j'ai fait aussi simple qu'elle. Une paire de tennis Converse, un jeans et une chemise blanche passée par-dessus le pantalon. Il fait déjà nuit noire lorsque je toque à la porte. C'est Sylvie qui vient nous ouvrir. Bonsoir, entrez vite, je ne voudrais pas que les moustiques s'invitent au dîner. Elle prend la bouteille que je lui tends. Oh, il ne fallait pas. Vous savez, on a fait simple, mais je crois que vous allez aimer. Bertrand adore cuisiner et ce soir, il s'est surpassé. Nous entrons et très vite, Sylvie referme derrière nous. Elle est très jolie et Nathalie lui en fait le compliment. Débardeur blanc, mettant en valeur une poitrine qui n'a nul besoin de soutien-gorge pour se tenir, short de coton noir ultra court, mais à taille haute, et mules à talons hauts, qui lui font une très jolie jambe. Elle nous précède dans le séjour, et Nathalie ne peut retenir un petit cri d'admiration. Une vraie maison de poupée, avec partout des couleurs fraîches et vives. Du jeté de canapé en passant par la nappe, les chaises et un guéridon juponné, tout rappelle la Provence natale de Sylvie. On croirait même entendre les cigales. Tablier et cuiller en bois à la main, Bertrand sort de la cuisine. « Bonsoir, installez-vous, j'arrive !» et disparaît. Sylvie nous fait asseoir sur le canapé et s'installe dans le fauteuil à côté de Nat. La table basse est garnie d'un joli plateau de bois avec quelques petits ramequins de chips, cacahuètes, fruits secs, etc. Sur un autre plateau, à défaut de pastis, 4 flûtes à champagne. Débarrassé de son tablier et de sa cuillère en bois, Bertrand nous revient lesté d'un seau à champagne, coiffé d'un lito, d'où émerge le goulot d'une bouteille que je reconnais aussitôt comme un Laurent Perrier grand siècle. Je l'aide à se défaire de son fardeau. « Vous nous avez gâtés !» Un petit regard en coin vers sa femme et un demi-sourire. « Il y a longtemps que je n'avais vu Sylvie si heureuse. Alors c'est la fête et ça vaut bien une bonne bouteille. » Un franc sourire. « À propos de bouteille, merci pour le médoc. Il faudra m'expliquer comment vous avez réussi à amadouer le chef. » Sylvie passe les ramequins à la ronde. « Des quoi? » Haussement de sourcils interloqué de Nat. « Des quoi ?» Sourire de Sylvie. « C'est l'expression locale pour désigner des amuse-gueules. » 2 verres de champagne plus tard, ces dames ont fait le point sur le programme de Nat et les méthodes de calcul appropriées à ce type de travaux. Apparemment, Sylvie maîtrise, et son sourire épanoui n'est pas seulement à mettre au compte du champagne. Pendant que nos femmes savantes finalisent l'organisation de leur emploi du temps, Bertrand et moi évoquons, à mon initiative, la vie quotidienne sur le complexe. Intrigué et même inquiété par les réflexions d'Odin ce matin, j'essaie discrètement d'en savoir un peu plus, mais chaque fois que j'effleure le sujet, je sens Bertrand se crisper. Je n'insiste pas, mais ne renonce pas pour autant. La bonne marche d'un complexe sucrier nécessite un minimum d'harmonie parmi les cadres, et cela fait partie de ma mission, de vérifier que le DE joue son rôle de pacificateur, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, comme cela semble être le cas. Je change de cap, m'intéressant au projet INRA de Bertrand, qui se montre beaucoup plus disert à ce sujet. Sylvie nous interrompt. « Dites, monsieur, je ne sais pas vous, mais nous, on commence vraiment à avoir un petit creux. » Bertrand se lève. « Ok, veux-tu placer nos invités, ma chérie ? Je vais chercher la pintade. » La table est ronde, et vu le nombre de convives, le plan de table est vite expédié. Nous sommes à peine assis que Bertrand revient avec 4 assiettes garnies. Soit il est un peu magicien, soit elles étaient déjà dressées. Ce qui est remarquable, c'est la maestria avec laquelle il les porte, une sur chaque main, l'autre décalée sur l'avant-bras. Nathalie est admirative. « Quelle dextérité! Vous avez fait l'école hôtelière ?» Sourire de Bertrand, qui sert chacun d'entre nous, en commençant par les dames, puis s'assied. « Non, pas vraiment, mais j'ai financé une grande partie de mes études en travaillant dans la restauration. » Puis il nous explique ce que nous allons déguster. Cuisse de pintade confite au miel, accompagnée d'une timbale de purée et d'une salade frisée au gésier confit. Il me laisse le soin de servir le vin. Le tout arrosé de ce délicieux médoc, arraché aux griffes du cerbère du club, au péril de ma vie. Tout le monde rit, et,
Couteau et fourchette en main, Sylvie donne le signal de la dégustation. À la première bouchée, Nathalie s'exclame. Je pensais savoir cuisiner la pintade, mais je crois que je ne repartirai pas sans que Bertrand ne m'ait donné les secrets de sa recette. Le repas terminé, tout le monde se retrouve au salon devant une tasse de citronnelle, dont j'explique les vertus à Nathalie. C'est encore Bertrand qui s'est chargé de cette préparation. Et Nathalie s'exclame. Bertrand, vous êtes une perle, et si vous n'étiez pas marié, je vous aurais épousé sur le champ. Petit rire et regard en coin de Sylvie vers Nathalie. Ce qui aurait fait de vous une bigame, du moins de cœur. Nathalie est sidérée, elle reste la tasse en l'air. Froncement de sourcils gênés de Bertrand. Sylvie! La dite Sylvie ne semble pas du tout embarrassée par sa sortie. Son regard va de mon visage à celui de Nathalie. Elle a un air paisible, détendu. Ses grands yeux verts nous sourient. Sylvie, je t'en prie. La supplique de Bertrand n'y change rien, et sa femme continue de nous scruter sans que, cependant, nous éprouvions la moindre gêne. Je regarde Nathalie. Plus que gênée ou inquiète, elle a surtout l'air d'être curieuse. Bertrand, lui, a l'air résigné. Depuis l'enfance, Sylvie a une espèce de don. Il semble qu'elle puisse percevoir ce qu'elle appelle l'aura de chaque personne, en particulier lorsqu'elles sont en couple. La mâchoire m'en tombe, et ma tasse de citronnelle manque suivre le même chemin. Je me hâte de la reposer. Seule Nathalie ne semble pas déstabilisée. Elle fixe Sylvie avec une expression que je ne me souviens pas lui avoir déjà vue. Vous êtes une banshee? Bertrand interroge. Qu'est-ce qu'une binside? Nathalie réfléchit. Elle semble chercher ses mots. En Irlande, une banshee est une femme qui a hérité de certains des pouvoirs de Dana, la déesse mère. Leurs descendants ou descendantes sont des magiciens, des guérisseurs ou des prophètes, selon les pouvoirs qu'ils possèdent. Certains, dit-on, peuvent voir l'âme des hommes. J'en reste pantois, et Bertrand ne l'est pas moins. Non pas tant par ce que vient de dire Nathalie, mais par le sérieux avec lequel elle l'a dit. Elle s'enquiert auprès de Sylvie, visiblement heureuse d'avoir une explication à un don que mon esprit cartésien se refuse à commencer d'envisager. Avez-vous des ascendants irlandais? La jeune femme se concentre un instant. Non, pas que je sache. Toute ma famille, tant du côté paternel que maternel, vient de la région niçoise et y était installée depuis l'époque lointaine où le comté de Nice était encore italien. Mon nom de jeune fille est Carletti. Rien de très irlandais dans tout ça. Sauf que Nathalie, Bertrand et moi cessons de respirer. Je crois avoir une arrière-grand-mère côté maternel qui venait du nord de la France. De Picardie peut-être. Nathalie essaie de creuser. Vous rappelez-vous de son nom? Sylvie essaie de replonger dans ses souvenirs. Non, ça ne me dit rien. Mais par contre, son prénom? Oui, j'avais vu une très vieille photo d'elle où son prénom était inscrit au dos. Elle s'appelait Erin. Bertrand la reprend. Tu veux dire Irène? Sylvie insiste. Non, non, je suis sûre que c'est bien Erin. Nathalie, qui a enfin posé sa tasse, non sans l'avoir tranquillement vidée, lui prend la main. Vous avez raison, c'est très certainement Erin, une déesse souveraine de l'Irlande auquel le pays doit son nom, Éire. Comme toujours, lorsque Nathalie parle ou prononce des mots en gaélique, on a l'impression d'entendre tout à la fois. Le vent, la mer, l'eau des ruisseaux, des torrents et les galets qui y roulent. Nous sommes tous sous le charme de cette langue magique. Elle s'adresse à Sylvie, d'une voix très douce. Vous avez donc le coact, le pouvoir, de voir les âmes. Il se passe quelque chose entre les deux femmes. Leur émotion est palpable, en particulier celle de Sylvie. Je ne sais si ce sont les âmes. J'ai appelé ça aura. Avec 1000 précautions pour ne pas rompre le charme, je demande. Et vous les voyez en permanence? Sylvie se tourne vers moi. Heureusement non, Dieu merci. Seulement lorsque je me concentre d'une certaine manière, ou alors lorsque je suis surprise comme ce matin quand vous êtes entrés tous les deux dans mon bureau. Bertrand en profite pour nous resservir en citronnelle. Jusqu'ici, elle n'en avait jamais parlé à personne. Sylvie rétorque. Et tu sais bien pourquoi. Tu sais aussi pourquoi je ne peux me taire aujourd'hui. Elle nous regarde tour à tour.
C'est parce que vous avez l'un et l'autre une aura très particulière. Je n'avais jamais vu ça auparavant, et c'est comme cela que j'ai compris que vous étiez ensemble. Au risque de passer pour une folle, il fallait que je vous en parle. Nathalie me regarde, puis lui demande. Et qu'a donc notre aura de si particulier? Sylvie lui sourit. Je parle à une astrophysicienne. Je peux donc vous dire qu'il y a intrication entre vos deux auras. Là, je commence à être largué. Intrication, vous pouvez mettre les sous-titres? Nathalie me regarde. Elle a l'air très émue. En mécanique quantique, l'intrication est un phénomène dans lequel deux particules ont des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance ou le temps qui les sépare. Sylvie enchaîne. C'est exactement ça. À quelques nuances près, les couleurs de vos auras sont exactement les mêmes, et toute vibration de l'une existe simultanément dans l'autre, que vous soyez proches ou à plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre. En outre, ces couleurs indiquent très clairement que vous êtes ensemble, et leur vibration que vous partagez un amour infini. Elle s'interrompt, puis des larmes dans les yeux. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir violé votre intimité sans le vouloir. Mais je puis vous assurer que même sous la torture, rien ne pourrait me faire dire ce que j'ai vu ou ce que je sais de vous. L'émotion est contagieuse. Nathalie lui prend la main. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et merci de votre franchise. Ça n'a pas dû être facile d'en parler. Je me tourne vers Bertrand. Pardon, mais vous savez qu'elle a ce don depuis... Il ne me laisse pas achever ma phrase. Depuis notre première nuit. Et si Sylvie vous en a parlé, c'est parce que nous aussi partageons cette intrication. J'avoue être plus que déstabilisé. C'est complètement fou. Vous êtes 3 scientifiques à admettre sans broncher tout ce que je viens d'entendre. Pourquoi suis-je le seul à me demander si je rêve? Le regard bleu de Nathalie se fonde dans le mien. Peut-être parce que tu n'es ni le mari de Sylvie, ni d'origine irlandaise comme Sylvie et moi. Mais aurais-tu des ancêtres papous que je t'en aimerais pas moins? 2 larmes perlent aux paupières de Sylvie. Je crois que cette soirée restera une des plus belles de ma vie. D'un revers du pouce, Nathalie lui essuie les yeux. Avec celle de samedi prochain, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour. On répète dur avec l'équipe des Sugar Rock. C'est vraiment des bosseurs. Le même nuage que tout à l'heure passe dans les yeux de Bertrand, mais là, il finit par se lâcher. Je crains que nous ne puissions y assister. L'air surpris de Nathalie est éloquent. Aurais-je dit ou fait quelque chose? À voir l'expression du visage de Bertrand, je sais que je vais enfin connaître le pourquoi des insinuations d'Odin à propos du couple de Valois. Sylvie le sent aussi. Elle ne sait plus où se mettre. Bertrand! Bertrand lui adresse un baiser du bout des lèvres. Je crois que c'est mieux comme ça, ma chérie. Nous avons maintenant 2 nouveaux amis et on ne se cache pas de ces amis. Il se tourne vers nous. Pour avoir fait de longs séjours sur différents complexes, vous savez que les relations entre les cadres résidents n'y sont pas toujours très simples. Dans de tels microcosmes, avec cette vie en vase clos, c'est d'ailleurs le contraire qui serait étonnant. Il voit que Nathalie et moi l'écoutons attentivement. Quant à Sylvie, les yeux fermés, elle fait penser à une pietà en prière. Et Bertrand nous raconte comment, au retour de leur dernier congé, lors de leur escale à Djamena, leur vie a basculé dans l'enfer de la méchanceté et de la médisance. Un peu avant que vous n'arriviez, Sylvie me parlait encore de ce que vos auras avaient d'exceptionnel. C'est la raison pour laquelle je vous parle en toute confiance, à cœur ouvert. Il termine sa tasse de citronnelle et s'éclaircit la voix. Sylvie et moi sommes mariés depuis 4 ans, mais nous sommes ensemble depuis notre entrée à la fac, donc un peu plus de 10 ans. Depuis le début, nous ne nous sommes jamais rien cachés, ni ce qu'avait été notre vie, ni nos fantasmes. Nous en parlions librement. Très vite, nous avons découvert que l'un comme l'autre avions très envie de rencontrer d'autres partenaires. Nous étions tout de même prudents, et ce n'est qu'après une longue période de réflexion que nous avons décidé de sauter le pas. Ça a été un émerveillement, et, contrairement à nos appréhensions, notre amour en sortait chaque fois renforcé, et notre couple encore plus uni. Tant que nous étions en France, nous sortions environ 1 fois par mois. Mais quand nous nous sommes installés au Tchad, il nous a fallu attendre les congés tous les 5 mois.
Comme il nous était au préalable indispensable de sympathiser avec les couples ou les célibataires que nous rencontrions, ça demandait un minimum de temps, d'où le choix de la période des vacances. Bertrand s'interrompt, il se contient, mais visiblement l'émotion le submerge. Ce n'est pas de nous révéler leur inclination sexuelle qui le bouleverse à ce point, non, de ce côté-là je le sens serein. Ce qui l'émeut, c'est manifestement le souvenir des 4 derniers mois, où, comme il le dit, ils ont eu à affronter la méchanceté et la bêtise humaine. Dans un geste très tendre, Sylvie lui prend la main. Elle est aussi très émue, mais par ce simple contact, parvient à lui donner la force de poursuivre. Bertrand se ressaisit. Cela ne nous était jamais arrivé en Afrique auparavant. C'était la première fois, mais de retour de France, nous avions oublié qu'ici, tous les murs sont des murs de verre, et que le moindre de nos gestes est vu et répété. Bref, nous avons rencontré un couple au bar du Novotel. C'étaient des coopérants. Ils avaient notre âge et rentraient définitivement en France. Le courant est tout de suite passé. On a dîné ensemble et peut-être un peu trop bu. Sans doute aussi le destin l'avait-il voulu. Non seulement nos chambres étaient contiguës, mais de plus communicantes. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Seulement voilà, n'étant pas très prudents, nous n'avons même pas pensé à défaire notre lit, alors que le leur était un vrai champ de bataille. C'est de là qu'est partie la rumeur qui a vite fait le tour de N'Djamena. Quelques jours après, elle atteignait le site. C'était le début de notre cauchemar. La petite voix de Sylvie s'élève. Je ne regrette rien. C'était une nuit magique. Crescendo, une sorte de colère est montée dans sa voix. Bertrand lui sourit. Moi non plus, ma chérie, je ne regrette rien, et je t'aime plus que jamais. Ils se mangent des yeux, puis redescendent sur terre. Bertrand poursuit. Moins d'une semaine après notre retour sur le site, l'histoire de notre nuit à 4 avait fait le tour du complexe, et nous nous sommes retrouvés en quarantaine, comme des pestiférés. Sylvie intervient. Sauf les Astier et les Vagneaux qui nous témoignaient toujours leur sympathie, mais craignaient des représailles. Vous savez, les Audin et les Lambert règnent en maîtres sur le site, et personne n'ose leur tenir tête, en particulier à leurs femmes. Le duo infernal. Elle ne nous appréciait guère auparavant, mais là, ça a été un vrai lynchage. Le visage de Nathalie, d'ordinaire si doux, est tendu et glacé. Vous voulez dire lynchage verbal ? C'est Bertrand qui répond. Oui, bien sûr. Lorsque nous étions au club, mesdames Audin et Lambert ne se gênaient pas pour parler à haute voix, de façon à être sûrs que nous allions bien les entendre. C'était des réflexions du genre « ces intellos prétentieux qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter », « mon mari et moi, on voyait bien qu'ils avaient l'air vicieux, des pervers, des partouzards, on s'en doutait depuis longtemps, et vous avez vu sa femme, elle a vraiment l'allure d'une prostituée avec sa coiffure de punk, etc., etc. » À cette évocation, les larmes remontent aux yeux de Sylvie. Nous avons fini par ne plus aller au club. Nous restions confinés à la maison après le travail. De temps en temps, Bertrand m'emmenait faire une virée en brousse où nous rendions quelquefois visite à des campements bororos. C'était très dur, jusqu'à ce que vous arriviez. Vous comprenez ? C'est notre première soirée, notre premier dîner depuis 4 mois. Nathalie se tourne vers moi, le visage grave. Je sais ce qu'elle va dire. J'approuve par avance d'un regard et d'un petit signe de tête. Les gens qui vous ont fait ça sont des êtres vils et méprisables. Mais laissons-les à leurs bêtises. Astier, Vagneaux, Vermeulen et moi allons tout faire pour que le concert de samedi soir soit une réussite. Je serais vraiment très malheureuse si vous n'étiez pas là, tous les deux. Bertrand a un sourire désabusé. Mais nous ne sommes pas invités, et si nous venions, nous n'aurions même pas de table. Je lui fais un petit signe de la main pour enchaîner. Soyez tranquille, si vous décidez de venir, vous aurez une table, la nôtre. Mais vous êtes censé être à la table de la direction. Je n'y avais même pas réfléchi, ma réponse est spontanée. Il y aurait une table spéciale pour les Sugar Rock et leurs épouses, Nathalie et son assistant. J'y serai aussi, puisque le président en personne m'a chargé de veiller à ce que la mission de Madame Lochlane se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous voyez, Audin et consorts sont coincés. Autrement, il faudrait qu'ils aillent expliquer au siège pourquoi Madame Lochlane n'a pas pu réunir à sa table ceux qui ont contribué directement à la réussite d'une mission à laquelle le siège attache beaucoup d'importance. Sylvie et Bertrand ont retrouvé le sourire.
Bertrand me tend une main que je serre chaleureusement. Merci, monsieur Rin. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien d'être à nouveau considérés comme des êtres humains normaux. Oubliez, monsieur Rin, c'est Jean, et je serai honoré d'être votre ami. Sylvie se lève et vient nous embrasser. Je ne sais pas quoi dire et... Nathalie la regarde au fond des yeux. Vous ne savez pas quoi dire, alors ne dites rien. Ce que moi je peux dire, c'est que vous êtes deux êtres merveilleux et que ce couple de coopérants a eu bien de la chance. Aucune ambiguïté dans ce message de tendresse. L'impulsive et spontanée Nathalie a laissé parler son cœur. Elle n'a pas le temps de le regretter que Sylvie, rose d'émotion, la prend dans ses bras et la serre très fort, en un tendre câlin. Comme à regret, les deux femmes se séparent, les larmes au bord des yeux. Nathalie passe la main dans les cheveux de Sylvie. C'est beaucoup d'émotions pour un soir. J'espère que nous aurons d'autres soirées pour mieux nous connaître et d'abord celle de samedi. Vous y serez, n'est-ce pas? Réponse synchro de Sylvie et Bertrand. Plutôt 2 fois qu'une. Ils nous reconduisent jusqu'à la porte. Nous sommes nus l'un contre l'autre dans l'obscurité de la chambre. Nathalie ne peut toujours pas en profiter et de toute façon, pas plus l'un que l'autre ne pense à autre chose qu'au comportement de la direction envers les deux Valois. Nous n'en avons pas dit un mot depuis que nous sommes rentrés, et Nat est la première à rompre le silence. Je ne connais pas très bien la législation française, mais aux États-Unis, chacun est libre de ses orientations sexuelles, si elles restent dans le cadre de la loi, et ce genre de comportement est lourdement sanctionné, en particulier lorsque cela vient d'un supérieur hiérarchique. J'explique à Nathalie qu'en ce qui concerne le harcèlement, la législation française est très mal faite, mais que de plus, nous sommes au Tchad, et qu'elle ne s'y applique pas. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. On ne peut pas pousser un couple au bord de la dépression et s'en tirer comme ça. La vie sexuelle des deux Valois ne regarde que les deux Valois, et le job d'un directeur d'exploitation est entre autres choses de maintenir au plus haut le niveau opérationnel de ses cadres. Ce n'est pas avec ce genre de méthode que l'on y parvient. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Il se trouve, 1. Que j'ai mis la main sur des dossiers pas très clairs concernant la gestion du gazole, qui est le poste de dépense numéro 1 de l'entreprise. 2. Que le vice-président, que tu connais bien, s'il est le meilleur patron que le groupe ait jamais eu, est un homosexuel, et qu'à ce titre, il vit très mal toutes les formes de discrimination fondées sur la sexualité. Nathalie s'exclame. J'ai du mal à me faire à l'idée que Monsieur Lassalle est homosexuel. Plus d'une femme a dû être déçue. Je ris sous cape. On lui prête tout de même quelques conquêtes féminines. Nathalie s'étonne. Mais tu viens de me dire qu'il est gay. Je lui souffle à l'oreille. On dit que seules les femmes sans beaucoup de poitrine et avec des fesses un peu plates trouvent place dans son lit. Et aussi qu'il ne les honore que d'une certaine façon. Je sens la petite crispation des doigts de Nathalie. Arrête, tu vas m'exciter. Bon, revenons à ton idée en 2 points. Comment comptes-tu t'y prendre pour régler ça ? Oh, c'est très simple. Avec ce que j'ai déjà, mon premier rapport sur le gazole suffirait amplement. Mais le deuxième, confidentiel et qui sera accompagné de témoignages écrits, achèvera d'enfoncer le clou. Je te parie que d'ici 1 mois ou 2, la SST aura changé d'équipe de direction. Nathalie frissonne. Je ne voudrais pas être là lorsque ça arrivera, mais ça ne sera que justice. On n'a pas le droit de démolir les gens de cette façon. Ce n'est que de la méchanceté, rien d'autre. Elle se love contre moi. Je sens comme un rire ou un sourire dans son souffle. Je suis un peu étonné. Je sais que tu n'es pas quelqu'un de vindicatif. Je m'étonne que tu te réjouisses. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. Non, je ne me réjouis pas de ce qui va arriver à ces gens, aussi détestables soient-ils. Mais je sais que le seul moyen pour qu'ils ne recommencent pas est de leur taper fermement sur les doigts une bonne fois pour toutes. Ah bon ? J'ai cru percevoir comme un sourire. Là, elle rit franchement. Ce n'est pas pour ça que je souriais. Ah, et pourquoi donc alors ? Le bout de sa langue effleure mon oreille. Elle tend le bras et allume la veilleuse de son chevet. Je pensais à Gabriel et à Mike. À mon tour de rire. Je crois que les bien-pensants de la SST s'étrangleraient s'ils savaient. Son corps se fait lourd, sa voix devient rauque.
Il s'étranglerait bien davantage s'il savait que Mike viendra nous voir à Paris en juin. Elle se dresse sur un coude. Que dirais-tu d'ailleurs de le rappeler dès notre retour pour confirmer? Sylvie et Bertrand m'ont mise en appétit. Je l'embrasse doucement, tendrement. Je dirais que c'est une excellente idée. Au diable les moralisateurs, et vive la vie. Sylvie parlait d'intrication, c'est exactement ça. Je ressens la même chose que toi, et je me sens heureux. C'est comme si, depuis la rue de nous, un autre moi était né, le vrai moi. J'ai abandonné ma vieille peau et me suis débarrassé de cette mue, ainsi que des raies d'une morale qui m'interdisait de vivre. Je sentais bien que j'étais différent, et j'en culpabilisais terriblement, jusqu'à ce que tu arrives dans ma vie, et que le sexe devienne une source de joie. Nathalie m'a laissé parler sans m'interrompre. Elle sait que c'est important. Je vais définitivement m'affranchir du carcan de la morale en mettant des mots sur ce que je suis. Et en quoi consiste cette différence? Peux-tu la nommer? Sa petite phrase a déclenché un bouillonnement tout au fond de moi. C'est comme un puissant geyser, rien ne peut l'arrêter. Je suis un homme qui a d'importants besoins sexuels et qui, pensant être anormal, les refoulait depuis bientôt 20 ans. Mais je m'interromps, cherchant quel est le mot. Mais dans l'environnement sclérosé au sein duquel je vivais avant de te connaître, je n'aurais même pas pu évoquer le sujet sans être catalogué comme pervers. Tout comme les deux Valois, nous serions ostracisés si nos pratiques sexuelles étaient connues des tenants de la morale. Mais sacré bon sang, je n'ai nulle raison de rougir de ce que je suis. Le regard de Nathalie, le sourire de Nathalie. Elle prend mon cœur et le caresse tendrement. Et qui es-tu, Jean-Rine? Les mots jaillissent comme les eaux d'un fleuve retenu depuis trop longtemps par un barrage qui viendrait de céder. Je suis un homme qui ressent un profond bonheur à voir la femme qu'il aime faire l'amour avec un autre partenaire. À cet instant, la symbiose est si parfaite que je ressens chacune de tes sensations et que je suis plein de tendresse pour celui qui te donne du plaisir. De larmes roulent sur les joues de Nathalie, des larmes de joie. Elle s'assied en tailleur face à moi. Merci, mon amour. Merci d'avoir mis des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu es. C'est un véritable coming out. Je la regarde pensif. Un coming out ? Oui, comme le font les gays lorsqu'ils cessent de se cacher des autres et surtout d'eux-mêmes. Là, je ne suis plus pensif, je suis perplexe. Parce que tu penses que nous appartenons à une minorité sexuelle ? Parfaitement. Oui. Alors bien sûr, des couples qui admettent d'autres personnes dans leur intimité, il y en a foison, et ce depuis la nuit des temps. Mais ceux qui fusionnent avec leur âme sœur et qui s'identifient à elle pendant l'acte sexuel avec une autre personne, ceux-là sont la minorité. Elle ferme les yeux. C'est ce que nous sommes, comme les deux Valois, et ce sentiment particulier que nous éprouvons qui fait de nous des êtres différents s'appelle la compersion. J'écarquille les yeux au moment où elle ouvre les siens. La compersion ? Je ne connais pas ce mot. Et toi, d'où le connais-tu ? Toujours ce sourire et ce regard si tendre. Ça remonte à ma première année à l'université de Rochester. Dès le lycée, je voyais bien que j'étais différente des autres filles, et j'en avais longuement parlé avec ma mère, qui en toute franchise et beaucoup de tact, m'avait préparée à avoir mes premiers rapports. Je devais être la seule lycéenne des États-Unis dont la maman mettait des préservatifs dans le cartable. Cette évocation la fait rire. Donc, ce qui n'était qu'un penchant marqué pour le sexe s'est nettement accentué avec mon entrée à l'université, où j'avais toute liberté de vivre comme je l'entendais. Elle prend un air penaud, bien imité. Je voyais environ un garçon différent 2 à 3 fois par mois. L'éducation reçue de ma mère faisait que j'étais tout à fait à l'aise avec ça, alors qu'autour de moi, les autres filles étaient pour la plupart complètement coincées. J'ai quand même fini par me demander si ma sexualité était dans la norme. J'ai donc consulté une psy qui, après quelques séances, m'a très rapidement rassurée sur le sujet. Votre vie sexuelle n'est ni normale ni anormale, elle est juste différente. La fréquence de vos rapports et la diversité de vos partenaires ne sont en aucune façon les indices d'un dérèglement psychologique quelconque. Rassurez-vous, vous n'êtes pas une nymphomane. Si tous mes patients étaient aussi équilibrés que vous,
je n'aurai plus qu'à fermer mon cabinet. Votre activité sexuelle, aussi intense qu'elle soit, ne compromet en aucune façon vos études, et vu vos résultats, j'aurais même tendance à penser qu'elle les booste. Pour vous, le coït est un véritable carburant cérébral. Tout ça est donc positif. Et sauf à vous soucier de votre réputation, ce qui ne semble pas être le cas, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Nat ferme les yeux un instant, comme si elle se concentrait. Lorsqu'elle les ouvre, je sais qu'elle va me dire quelque chose d'important. Après un temps de réflexion, la psy avait ajouté « Ce qui, par contre, pourrait poser problème chez vous, c'est votre niveau de compassion particulièrement élevé. C'est pour cela que, d'instinct, vous vous êtes fixé la règle de ne jamais coucher 2 fois avec le même garçon. » Nat me prend les mains, se penche, me fait un bisou. Et là, tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle s'interrompt, me fixe intensément. Elle m'a dit à peu près ceci. Votre compassion ajoutée à votre forte libido risquera de vous fragiliser si vous tombez amoureuse, sauf si vous avez trouvé l'âme sœur. Si c'est le cas, vous vivrez alors intensément le besoin de tout partager, jusqu'au plus intime. Et quand je dis au plus intime, j'y inclus la sexualité. Les yeux de Nathalie brillent de 1000 étoiles. Elle m'avait alors expliqué ce qu'était la compersion. L'empathie et la compersion sont étroitement liées, et cette dernière peut être considérée comme une forme particulière d'empathie. La compersion signifie être profondément heureux du plaisir de son partenaire, quelle qu'en soit la source. Tu vois, John, c'était il y a plus de 10 ans. Pas une seule fois, avec aucun des hommes dont j'ai partagé le lit, je n'avais ressenti le moindre désir ou le moindre sentiment ressemblant de près ou de loin à de la compersion. J'avais fini par oublier cette psy, et toutes ces années après, je te rencontre. Et aussitôt ce besoin de tout te dire, ce besoin irrépressible de tout te montrer de moi, de t'offrir mes étreintes. Elle est radieuse lorsqu'elle me dit « Tout comme les De Valois, nous sommes un couple compersif. C'est pour cela que le courant passe si bien entre nous et que nous comprenons qui ils sont. » Je ne peux m'empêcher de remarquer. Compersif, un drôle de mot tout de même. Elle prend mes mains et y dépose de petits bisous légers, comme des papillons. Lorsqu'elle relève la tête, ses yeux sont mouillés de larmes et j'y lise une joie si intense que j'ai l'impression que mon cœur va éclater. C'est le même mot qu'en anglais. Plus généralement, il désigne le sentiment que l'on éprouve à se réjouir du bonheur d'autrui. Elle m'embrasse tendrement. Exactement ce que tu ressentais lorsque Gabriel me faisait l'amour. Cette nuit-là, en plus du plaisir qu'il me donnait, j'ai ressenti ta joie et ton amour pour nous deux. Et savoir que je t'offrais ce plaisir et cette joie a décuplé mes orgasmes. C'était exceptionnel. J'ai autant joui avec mon cœur qu'avec mon sexe. Elle serre très fort mes mains dans les siennes. Je prends une profonde inspiration et relâche doucement mon souffle. L'air que j'expire emporte avec lui les miasmes d'une morale qui étouffait ma vie depuis tant d'années. Lorsque je réponds à Nathalie, c'est comme si j'étais un peu ivre. Compersion, un mot étrange que j'entends pour la première fois, tout comme c'était la première fois que je regardais une femme faire l'amour. En plus, c'était la femme que j'aimais et, d'ailleurs, je n'aurais certainement rien éprouvé de tel si je ne t'avais pas aimé. C'était quelque chose de merveilleux, comme si j'étais toi. Il y avait aussi cette tendresse que j'éprouvais pour Gabriel. Je crois que... Je m'interromps pour peser chaque mot. Je crois bien que c'est pour ça que j'ai très envie de le revivre. C'était si étrange et si beau en même temps. Et toi? Crois-tu que tu aimerais me voir faire l'amour à une autre femme? Elle fronce les sourcils, et pendant une seconde, je crains d'avoir été un peu trop direct. Mais les petites étincelles au fond de ses yeux viennent de me dire le contraire. Elle fait mine de réfléchir. Maintenant que tu en parles, peut-être que... Je mets quand même un certain temps à me rendre compte qu'elle me fait marcher. Elle rit. À une condition, c'est qu'après et même pendant, je puisse aussi lui faire un gros, vraiment un très, très gros câlin.